Mesdames et messieurs, très content de vous accueillir ce soir justement pour recevoir une personne que vous n'avez pas forcément vue sur la chaîne, encore jamais. D'ailleurs, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'elle est présente. Mais je reçois Bavarian du média Bayern France pour parler justement d'un entraîneur qu'on a eu en commun avec le Bayern Munich, notre cher Hansi Flick. Et en ce moment, il y a beaucoup de débats sur la saison 2 d'Hansi Flick. Comment est-ce que ça va se passer? Beaucoup de gens disent qu'au Bayern aussi, ça ne s'est pas très bien passé. Et au lieu de parler, de donner mon avis que je ne connais pas trop, justement sur cette saison 2 qui s'est passée au Bayern Munich, j'ai préféré inviter un spécialiste. Parce que je sais que cette personne va être en capacité de vraiment nous raconter ce qui s'est passé durant cette période-ci. Et de nous montrer aussi les similarités qu'il y a avec le FC Barcelone. Un grand merci que tu sois présent. Comment ça va, Bavarian? Hola chicos, j'essaie de blend in, j'essaie de m'intégrer. Et ben ça va du coup, j'espère que toi aussi tu vas bien. Merci pour très l'invitation. heureux. Très heureux que tu l'aies accepté, surtout de mon côté. Oui. Donc l'objectif, déjà, n'hésitez pas à aller checker le compte Twitter de Média Bayern France, ça vous intéresse ce que fait le Bayern Munich, même si on sait que ces derniers temps c'est plus un ennemi qu'autre chose, mais toujours regardez ce que font les petits ennemis à côté, c'est toujours intéressant. Et de toute façon c'est un très bon média, donc n'hésitez pas à aller le checker et lui donner de la force, leur donner de la force. L'objectif de cette vidéo, c'est, on va commencer un petit peu quand même par parler de l'arrivée d'Hansi Flick au Bayern Munich, on va pas passer tout de suite par la saison 2. Donc bien évidemment, arrivée qui se fait en tant qu'adjoint de Niko Kovac à l'été 2019, tu me reprends si je me trompe. Non, c'est exactement ça. Niko Kovac s'en va en novembre après un début de saison qui n'a pas plu à tout le monde. Ouais. Et Hansi Flick devient l'entraîneur numéro 1 de cette équipe. Vous, à ce moment-là, en tant que supporter du Bayern, qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée, étant donné qu'au moment où il arrive, il a connu des expériences en tant que directeur sportif, un petit peu adjoint à droite à gauche, mais en tant qu'entraîneur numéro 1, il y a la référence Hoffenheim dans le début des années 2000, en division 3, mais il n'y a pas tant de références que ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée tout de suite en tant que numéro 1 pour Hansi Flick, qui est un peu à ce moment-là dans le milieu des entraîneurs numéro 1 justement, un anonyme, quoi, si on peut dire ça comme ça. Alors du coup, nous, Hansi Flick, on le connaît quand même plus ou moins, enfin on le connaît, ça dépend des supporters, ça dépend de leur niveau forcément de connaissances sur le football allemand, mais on le connaît quand même plus ou moins parce que c'était l'adjoint de Joachim Löw jusqu'à l'Euro. D'ailleurs, au passage, c'est à ce moment-là où l'Allemagne commence à un peu décliner au niveau du jeu. Je vais pas dire que c'est lui qui est derrière tout le succès de Löw, rien à voir du coup, non, enfin il a forcément contribué, mais Joachim Löw était un très bon sélectionneur, jusqu'à faire des mauvais choix, bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on le connaissait quand même un petit peu, et on voyait des améliorations par rapport au jeu du Bayern, minimes, mais on en voyait par rapport à la saison précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kovac, c'était un calvaire. C'était parmi mes pires années en tant que supporter. Je voulais mourir. Vraiment, chaque match, je voulais me tuer. J'ai retrouvé ça juste une fois. C'était il y a 2 ans avec Thomas Tuchel, où j'ai arrêté de suivre le club carrément tellement j'en pouvais plus. Ah ouais. Non, le passage de Tuchel. J'aimais beaucoup Tuchel en plus à la base, mais son passage au Bayern, c'est quelque chose. Mais bref. Encore une fois, c'est pas le sujet, mais en tout cas, concrètement, à ce moment-là, quand Niko Kovac part et est dégagé, parce que, comme tu as dit, son début de saison, mais en fait non, c'est tout l'ensemble de son œuvre qui était une catastrophe. Et ben du coup, nous, en fait, concrètement, tu pouvais nous mettre un cactus en tant que coach, on était contents. Et donc, du coup, on arrive avec Hansi Flick et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va avoir du coup? Parce que là, les entraîneurs qui étaient disponibles à ce moment-là, il y avait qui? Il y avait Allegri. Bon, bah autant se mettre une balle directement. Là, exactement. Je crois qu'il y avait Conte, si j'ai pas de bêtises, je suis plus sûr, je sais plus. Si c'était disponible ou non. Je sais que ça parlait beaucoup d'Arsène Wenger. Ah ok, d'accord. Voilà, qui était intéressant parce qu'on, voilà, mais pourquoi pas, mais voilà, c'est pas convaincu. Jupp Heynckes c'était mort de base parce que bon, c'est bon, le vieux. Oui, c'est bon. Faut le laisser à chaque fois. Faut laisser sa retraite au bout d'un moment. Il y avait Louis van Gaal aussi qui était oui, il y avait Louis van Gaal, ça je me rappelle. Pour revenir au club. Mais donc voilà. Et donc on savait pas trop. Mais on arrive avec un match en Ligue des Champions contre l'Olympiakos où on gagne. Chez eux, si j'ai pas de bêtises, ou à domicile, je sais plus. Je crois que c'est à domicile. On gagne à domicile, 4-0 je crois. Ou 3-0 peut-être. Et donc ça se passe bien. Puis ensuite, le match contre Dortmund, où on est exceptionnel. Vraiment. Alors que moi, à la base, j'avais tiré une croix sur ce match. Moi, je me suis dit, bon, ce Kovac est mort. Mais non, mais du coup, on est exceptionnel. Et au final, il y a personne, et on voit qu'Hansi Flick fait du bon taf. On est vraiment bien.
Mhm. Et donc on monte crescendo et tout, on a à peu près tout le monde qui commence à vraiment à se mettre au niveau, des joueurs qui étaient vraiment l'ombre d'eux-mêmes, qui commencent à redevenir de bons joueurs. Thomas Müller, ça faisait quoi, 2-3 ans qu'on l'avait plus vu aussi bon. Mhm. Boateng, on se dit, bon lui on pensait qu'il était mort. Ouais. Malheureusement c'est pas le cas. Bon. Parce qu'on n'aime pas beaucoup Boateng, pour des raisons extra sportives. Mais bref. Ouais. Du coup, ouais, on voit que ce genre de joueur commence à redevenir bon. Neuer Ouais. qui en plus revient enfin après un an de blessure, enfin, qui reprend confiance après c'est un an et demi de blessure et Mhm. son année 2019 qui était vraiment pas bonne où tu sentais que Il était c'était sur la compliqué retraite. pour lui de reprendre Ouais. confiance en ses appuis et tout. Ouais. Et donc on a une équipe qui monte de plus en plus en puissance jusqu'à devenir en fait finalement la meilleure équipe que j'ai vue depuis le Bayern 2013. Ouais, donc c'est pas mal quand même comme référence. Oui, quand même, oui. Parce que le Bayern 2013 c'est peut-être considéré comme peut-être la meilleure équipe du Bayern de tous les temps, avec Ouais. celle qui a fait le triplé enfin les 3 Ligues des Champions, enfin les 3 C1 d'affilée dans les années 70 avec Ouais. enfin la bande à Gerd Müller quoi, la bande à Beckenbauer, enfin les deux tu me diras. Mais voilà. Donc voilà, c'est quand même une sacrée référence. Et oui, même on peut avoir un débat. Est-ce que le Bayern 2020 est meilleur que le Bayern 2013? Personnellement, je pense que oui. Mais voilà, il y a débat et tout. Ok. Voilà. Il y a des débats, C'est ok. vous dire, on a eu une sacrée équipe. Et donc du coup, à partir de là, on a catapulté directement Hansi Flick comme étant forcément déjà une légende du club. En fait, déjà que c'était Exactement, ouais. un ancien joueur. Mais là, on s'est dit, Ouais. bon, c'est l'un de C'est nos génial. meilleurs coachs de tous les temps, quoi. Ouais. C'est Ouais. c'est dire, quoi. Alors qu'on a eu du coach, on a eu Jupp Oui, Heynckes, on a il eu y a eu des sacrés noms. Otmar Hitzfeld, on a eu Pep Guardiola quand même, Ouais. qui a laissé une très grande marque au Bayern. Mm. Ouais. Donc du coup voilà, donc c'est la nuit de noces absolue avec Hansi Flick. La nuit de noces, elle ne se finit pas et elle continue, puisque Ouais. l'année 2020 on l'a fait quasiment sans défaite. Oui. Il arrive du coup, non, on fait le sextuplé évidemment avec Et attends, Hansi Flick. juste avant de te répondre, qu'est-ce que toi, vous avez eu comme retour sur le pourquoi du comment il y a eu un tel changement? Est-ce que ce changement qu'il y a eu avec son arrivée, c'est surtout opéré en termes de tactique ou stratégie, ou est-ce que ça a surtout été en termes de management, remettre en forme certains joueurs qui étaient en méforme de confiance, ou est-ce que c'était le tout cumulé et plein de choses positives qui y sont arrivées? Et Quels ont c'est été un peu les retours en fait? c'est les deux. C'est les deux parce C'est qu'en les fait deux, le truc ok. c'est qu'en valeur d'adjoint, forcément un adjoint est plus proche des joueurs Ouais. que le coach. Parce que le coach Ok. forcément est plus dans dans ses schémas tactiques et proche des joueurs évidemment. Mais c'est l'adjoint et tout qui va forcément un peu comme comme un sous-chef de cuisine, vous voyez, qui va donner, qui va coordonner un peu tout le truc. Et donc forcément Hansi Flick était plus proche des joueurs Ouais. de base. Et même est quelqu'un de très proche des joueurs déjà même de manière générale, et donc c'est quelque chose qui l'a aidé forcément quand il est devenu coach principal. Et oui, les joueurs avaient confiance en lui, donc du coup vu qu'ils avaient confiance en lui, ils voulaient se battre pour lui et Ouais. pour son style de jeu qui est en fait moi mon style de jeu je pense favori de l'histoire du football. Euh, parce qu'avoir un mec qui se dit écoute, la ligne de hors-jeu ça va être la ligne médiane. Moi je trouve ça extraordinaire, je trouve ça génial. Avoir 15 mecs dans la surface de réparation, mais oui, s'il vous plaît. Ouais, Je veux j'adore, plus. merci beaucoup. J'adore ça, moi. Ouais, Et ensuite, on dit oui, mais du coup, la défense elle est fragile, mais on s'en fout. On marque 15 buts. Ouais. Qu'est-ce Ouais, qu'ils s'en c'est foutent de ça. prendre un but? C'est pas C'est grave. ça la logique. Ouais. Du coup, et surtout qu'on n'en prenait pas tant que ça en plus des buts. Mais, Ok. mais, Mais ouais, donc non, cette ligne du hors-jeu était déjà aussi entre guillemets kamikaze, dans les termes kamikaze on s'entend bien évidemment, parce qu'elle rapporte énormément de choses positives aussi, que ce que tu pouvais un peu apercevoir au Barça d'aujourd'hui. Alors pour le coup, le piège du hors-jeu, c'est pas quelque chose où il y avait vraiment une emphase dessus, parce Ok. que du coup, concrètement, on récupérait comme le ballon plus tôt. Ouais, ok. Et c'était plus, comment dire, c'était plus des courses vers notre surface de réparation pour récupérer le ballon. Mais je pense Ok. que ça c'est aussi peut-être dû au style de jeu de la Liga Oui. et de la Bundesliga qui est pas le même, puisque les équipes Exactement. en Bundesliga, les équipes de Bundesliga sont plus, sont plus habituées à contrer. Ouais. Je pense Oui, que les c'est équipes de plus Liga un jeu en qui posent beaucoup verticalité, plus de oui, jeu. oui. Oui, oui, si on peut rentrer Sans dans vouloir la être facilité, oui, c'est ça, non oui. plus. Exactement. Mais voilà, enfin forcément, voilà. Mais en tout cas, oui, on récupérait le ballon plus tôt et plus via l'intermédiaire de Thiago Alcantara et de Kimmich qui était vraiment la double, la paire au milieu, et souvent aussi Ouais. Goretzka. Ok. Mais oui, non, en tout cas, par contre, oui, la ligne médiane, oui, la ligne de défense, on était, c'est-à-dire que Boateng, c'était le dernier défenseur, le mec était devant le rond central, quoi. Et le Ouais, rond ok, central ok. adverse, quoi. Oui, Donc oui, ça non, va. on était déjà Ça sur va, un truc c'est comme ça. Ok, ça roule. Et donc arrive cette période un peu juste avant que vous remportiez la Ligue des Champions, il y a quand même cette phase Ligue des Champions qui est marquée à tout jamais historique vu
sa manière de fonctionner, vu bien évidemment le score aussi qui s'est passé entre nos deux clubs, vu plein de choses qui se sont passées. Mais donc aussi, il y a eu un énorme... Enfin, moi, je me souviens que quand j'étais spectateur, donc de loin, encore une fois, du Bayern Munich, un énorme focus du Bayern sur tout l'aspect physique, préparation pour cette période. On sait que pendant une période, c'était quoi, 3 semaines, quelque chose comme ça, on va être... tous au Portugal et on va être truc et on voyait les vidéos, tout le monde faisait des visioconférences au Bayern Munich, tout le monde se filmait, il y avait un aspect énormément focus sur le physique et athlétique du côté Bayern Munich, quitte même nous au moment où on a eu Flick, on est rentré tout de suite dans le cliché de on va enfin avoir des mecs qui sont sculptés comme Schwarzenegger au FC Barcelone et tout, alors que bon, faut pas rentrer non plus encore une fois dans cette caricature là, mais il y a eu un énorme accent là-dessus. Vous, comment vous l'avez vécu, cette mini période, ce petit cocon? Bon, bien évidemment tu vas me dire bien puisque à la fin il y a la victoire, mais c'est quand même quelque chose de particulier qui s'est passé à ce moment-là. Alors du coup, moi le Final 8, ça a peut-être avantagé des équipes comme par exemple Lyon qui a pu profiter de coups, ou même Leipzig. Même si Leipzig aurait pu passer l'Atlético, je pense, sur 2 matchs, mais ça les a quand même aidés. Moi, je me chiais dessus à un point. Parce que si tu veux, le truc, c'est que on sait très bien que dans le foot, tout peut arriver. David peut battre Goliath sur un match. Sur 2 matchs en Ligue des Champions, David, pour battre Goliath, faut y aller, tu vois. C'est pas simple, tu vois. Donc du coup, concrètement, nous, le Final Night, il nous a pas avantagé. Parce qu'on s'est dit, bah écoute, sur un match, on peut se faire avoir. On peut se faire avoir comme s'est fait avoir City, par exemple. Ça peut arriver. On n'est pas à l'abri de ça. Et donc, du coup, moi, chaque match, je me dis, oui, mais si jamais il se passe un truc, machin et tout. Moi, j'étais en train d'overthink. Moi, j'avais peur. Moi, je voulais gagner la Ligue des Champions. Je pensais qu'on était la meilleure équipe du monde. Et je voulais pas qu'on passe à côté de ça, tu vois. J'avais très peur de ça, tu vois. Je me chie un peu dessus. Mais au final, du coup, voilà, on a réussi du coup à gagner la Ligue des Champions, bien heureusement, ce qui voilà, enfin la joie. Super. On est content. Mais du coup oui, on a vécu cette période en étant confiant parce qu'on savait que l'équipe concrètement on semblait inarrêtable pour le coup. Et le match à Stamford Bridge contre Chelsea, c'était extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est même, je pense, plus impressionnant même que le 8-2. Puisque le 8-2, t'as quand même 2 plack-out du Barça où les joueurs sont plus là, quoi. Ils sont plus là, ils sont déconnectés. Contre Chelsea, qui était pour le coup, en plus à ce moment-là, quand on les affronte à Stamford Bridge, ils étaient sur une bonne période. On les tue et ça va trop vite. Ça va trop vite et ils peuvent pas en fait, ils peuvent rien faire. Et c'était impressionnant. C'est vraiment un match qui m'a marqué pour le coup. Trop bien, le match à Stamford Bridge. Et donc dans ce Final 8 du coup. Physiquement, c'est vrai qu'on l'a préparé, c'était via l'intermédiaire de notre préparateur physique qui était connu du coup maintenant, enfin à ce moment-là du coup chez nous, parce que pour vous dire à quel point il a été impactant, qui est Holger Broich, et qui faisait vraiment l'emphase sur vraiment prendre soin du physique des joueurs, et on a vu des joueurs qui vraiment comment dire qui sont pas transformés, mais enfin si Goretzka lui pour le coup s'est transformé, mais des joueurs qui semblaient vraiment en forme physique, qui semblaient fit, plus qu'autre chose. Et tu vois, je me rappelle, on voyait le comparatif, je me rappelle la photo qui tournait entre Suarez et ses grillades et Lewandowski qui était tout congestionné dans un sprint, et tu te dis oui, bon, c'est pas la même préparation, on n'est pas sur la même mentalité en ce moment là, sur les 2 équipes, et voilà. Ok, génial. Donc saison de rêve, saison légendaire, exceptionnelle. Et arrive donc cette 2e saison où là le statut n'est plus le même pour Flick et pour le Bayern Munich, avec aussi une capacité pourquoi pas d'opérer sur le mercato. Il y a eu Leroy Sané, il arrive sur ce mercato là ou pas? C'est ça, il arrive sur ce mercato là. Leroy Sané arrive là. Oui, il arrive sur ce mercato là puisque l'année d'avant il se fait les croisés. Donc Leroy Sané arrive là, mais hormis ça, il n'y a pas d'autres gros chamboulements. Alors, justement, là, on arrive au cœur du problème, au cœur du mot de ce qui s'est passé avec le Bayern de Flick, saison 2, et de ce qui est vraiment l'origine du mal. Voilà. Ok, d'accord. Puisque concrètement, donc ce mercato a été assez calamiteux. Paradoxalement, dans ce mercato qui est peut-être l'un des pires depuis 2020 justement, il y en a un autre qui était bien nul aussi, mais lui pour le coup il était vraiment affreux. Paradoxalement, on fait la meilleure recrue qu'on aurait pu faire dans la décennie, c'est-à-dire on fait la recrue Jamal Musiala. Donc bon, il n'y a pas que du mauvais, mais bon à ce moment-là, c'est un mec, c'est-à-dire que le gars il a pas un truc pour le menton, tu vois. Mais c'est un petit talent, Jamal Musiala à ce moment-là. Mais sinon à côté de ça, on a Marc Roca,
qui était un peu notre alternative, puisqu'on n'a pas pu faire un autre joueur qu'on voulait faire, et ça va te faire rire quand tu vas voir quel est l'autre joueur qu'on voulait faire. C'est qu'à la base, on voulait faire Rodri. D'accord. On s'est dit, bon, bah, on n'a pas pu le faire, on va faire Roca, c'est pas grave, c'est un peu pareil. Bah non, du coup, c'est pas pareil, l'autre il va en or. Donc voilà. On fait, comment dire, il nous faut un 9 remplaçant. Donc il y a des noms qui circulent, au final on fait Choupo-Moting. Bon, pourquoi pas. Connaît la Bundesliga, gratuit, ok. Il s'avérera que bon, c'était pas un mauvais choix du tout, pour le coup. Non, c'était pas un mauvais choix, tout à fait. On fait, comment dire, on fait qui d'autre? On fait Thiago Dantas, qui est du coup un jeune de Benfica de 16 ans, une pépite que voulait absolument Hansi Flick. Il a fait qu'une saison maintenant dans la division 3. Ah ouais, j'ai jamais entendu parler de ce mec. Ah oui, non mais c'était une hype de ouf, nous à l'époque. On se dit, Thiago Dantas, qui c'est ce gamin et tout, il a 16 ans, Flick il le surkiffe. T'as tous les connaisseurs du football portugais qui disent c'est une pépite. Bon, le mec, mauvais choix de carrière, malheureusement. On fait quoi d'autre? On prend mince. Il y a Adrian Fine qui revient de près. Bon, lui encore un autre. Comment dire, c'était un joueur qui avait du talent mais qui a jamais percé. On récupère Kwasi, Tanguy Nyanzou. Ok, oui. Je sais pas si tu te rappelles de lui, qui était du Paris Saint-Germain, c'était un titre du PSG. Qui était titulaire au PSG et tout, grâce aux blessures, et qui a pas réussi chez nous, du coup. C'est vrai qu'il a pas réussi. Et aussi, il se passe un truc, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait, avant le Final 8, on avait fait quelques matchs d'exhibition, notamment contre Marseille, avec un joueur qui avait crevé l'écran lors de ce match. Et notre directeur sportif, Brazzo, donc Hassan Selmezic, s'est dit, ah lui, il le faut absolument, Bounassar. On s'est fait. Ah mais c'est vrai, mais oui c'est vrai, de fou. Donc, le fameux, et à côté, on perd Diago Alcantara, tu vois. J'ai envie de te dire. Ah oui, j'allais te dire, c'est un bon mercato. Et donc, voilà, donc du coup, ça a bien aidé Flick, ça. Surtout que 3 quarts de l'équipe, du coup, ils te font une saison, du coup, forcément, où ensuite, après avoir fait toute la saison, qui était hachée, où il y a eu 3 préparations d'une seule saison, enfin, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Évidemment, c'était sous Covid, mais c'est-à-dire qu'il y a eu 3 préparations quand même, 3 prépas physiques différentes, tu vois, cette saison. Ouais, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Donc cette saison qui était vachement fatigante quand même, du coup on fait la Super Coupe où on gagne en prolongation, puis on fait la Super Coupe d'Allemagne, puis on fait la Coupe du Monde des clubs. Enfin physiquement ça va pas. Physiquement on est mort, et tu vois que il y a Douglas Costa aussi qui est revenu. J'avais oublié ça. Génial, trop bien. Douglas Costa. non mais ce mercato vraiment. Putain. Et donc du coup c'est là où en fait commence à arriver le problème, c'est que physiquement ça ne tient plus. Tu as ce match contre Hoffenheim qui est notre seule défaite de la saison où on perd 4-1, où concrètement tu vois le match, tu vois que les joueurs ils sont morts. Les joueurs ils en peuvent plus. On est KO. Moi je suis devant la télé, mais je vois Kimmich, je peux plus faire de aller-retour là, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Ça intervient à quelle période de la saison ça se passe? Ça c'était en début de saison, du coup ça devait être si je dis pas de bêtises, peut-être en septembre-octobre. C'est un de nos premiers matchs de la saison, mais tu vois, tu sais que c'est qu'en fait c'est un surplus. Il s'est passé trop de choses, trop de matchs entre peu de temps. Ce match c'était un peu trop, il y a eu la trêve, mais ce match il était un peu trop. On se prend 4-1, c'est pas une alarme non plus, mais voilà. Tu vois que physiquement tu dis ok, c'est compliqué là. Et donc tu as comment dire, en fait tu as du coup ce qui va être un peu ce qui va être un peu avant-cours de tout ce qui va se passer dans cette saison. Des joueurs qui physiquement sont moins bien parce que trop de matchs et pas assez de renforts, qui pourtant on a quand même une très bonne équipe malgré tout, on arrive à s'en sortir. Et tu as une période qui est absolument fantastique où en fait tu arrives au match contre Dortmund au Westfalenstadion, du coup chez eux, où on prend le premier but. Bon, c'est pas grave, Dortmund quand même en face, tu vois, ça arrive. On gagne quand même le match 3-2. Et là s'enchaîne 10 matchs. Ça arrive souvent, tu sais ce que c'est 10 matchs, c'est beaucoup 10 matchs. Enfin, c'est un sixième de ta saison, 10 matchs, tu vois. 10 matchs d'affilée, on n'ouvre pas le score. Ah ouais. C'était extraordinaire. Mais c'était génial. Et on se dit, attends, mais là ça fait quand même. Genre, tu vois, il arrive 3-4 matchs, je dis, putain, ça fait quand même beaucoup de matchs là, on n'ouvre pas le score. Et ça continue, et ça continue. Et dans cette période-là, tu vois, mais que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, et dans cette période-là, tu as malgré tout 3 nuls et 7 victoires. Dont le match absolument fantastique contre Mayence, où on perd 2-0 à la mi-temps, on gagne le match 5-2.
Non, mais c'est fantastique. Mais tu vois, en fait, on se donnait des défis comme ça. On se dit, bon, le foot devient trop facile, bien, on leur donne 2 buts d'avance. Je sais pas ce qui se passe. Exactement. Puis après, on jouera à 10, on sait pas. Mais voilà, bref. Ouais. Du coup, t'as tout ça. Donc, cette période où, en fait, concrètement, défensivement, tu sens qu'en fait, ça va plus, en fait. Ça va plus parce que en fait, il y a un truc qui va pas. T'as Alaba qui est défenseur central, qui fait une saison, mais waouh! Sa dernière saison au Bayern, hein. Après il va au Real. Et t'as eu une négociation pendant toute la saison et tout, parce qu'il voulait 20 millions, tout ça, bref. Et tu sens que ça a joué parce que là, la saison qui sort, waouh! Ah ouais, la dernière d'Alaba, c'est pas du Ah ouais, non, c'est choquant. c'est wow, ça, c'est quelque chose qui nous a sorti. Ça se dire que voilà, bref. Mais ouais, non, la saison elle est pas bonne. À côté à droite, il y a Pavard qui est blessé la moitié du temps et qui fait pas une super saison. T'as Zule, Niklas Zule, tu vois le Camtar là. Ouais, t'as Niklas qui fait à peu près 2m10 pour 130 kg là. Ouais, 2m10 dans les deux sens. Oui, oui, non mais ouais, exactement, le mec c'est un carré, tu vois. Il est là, le mec, je te jure que c'est vrai, il fait latéral droit contre la Lazio. Le mec il passe son temps à faire des roulettes. Ouais. J'ai jamais eu ça de ma vie. Donc imagine le gros Camtar qui fait des roulettes, c'était fantastique, moi j'adorais. Hein. C'est une période j'adore mon perso. Il était trop drôle. Donc c'est un bordel son nom la défense. Okay. Et donc du coup tu as donc ces 10 matchs d'affilée qu'on fait en encaissant les premiers, jusqu'à un match contre le Gladbach où enfin on marque en premier. Et on perd 3-2. Ouais, ah bah, on arrête alors. Voilà. On arrête. La tactique c'est d'encaisser en premier. Après bon, contre Gladbach au Borussia Park, écoute, bon c'est la défaite annuelle et comme on a l'habitude. Vous aussi au Barça vous avez ça aussi. On a nos standards. Le fameux Bordalas à domicile là, oh là là. Exactement. Bref, mais du coup donc tu as tous ces trucs là. Mais malgré tout, moi je considère quand même qu'à ce moment-là, alors. On peut débattre, ça peut être City, ça me dérangerait pas si vous dites que c'est Manchester City, mais je pense quand même à ce moment-là qu'on est la meilleure équipe du monde, quand même. Encore, ok. Parce que malgré tout, offensivement on est très bon. Alors derrière c'est un bordel sans nom, mais écoute, c'est pas grave, on va marquer, c'est pas grave. Et arrive du coup le fameux quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Exactement, ouais. Où Lewandowski se pète. Lewandowski se pète, et il y a d'autres personnes aussi, je crois qu'il y a Thiago, Thiago il est pas là, mais il y a d'autres personnes qui se pètent, je me rappelle, parce qu'on a Alaba qui joue en 6. Je crois que c'est Zule qui se pète, peut-être pendant le match, je sais plus. Mais il y a quelques joueurs qui sont indisponibles et tout. Et tu as ce match, du coup, cette défaite 3-2 dans la neige, le fameux match dans la neige. Ah oui, non, ça c'est chez vous. C'est ça. Oui. Avec la superbe passe de Neymar pour marquer. Exactement, où le match c'est un vol sans nom, parce que je sais pas si tu te rappelles du match, mais je crois il y a 18 tirs à 2 dans le genre. Pas 18 tirs à 3, je crois que c'est n'importe quoi. Plus New York qui nous met dedans dès le début du match parce qu'il fait une faute de main pour le coup. Mais voilà, donc du coup, bon, par contre le retour on gagne alors qu'on est inférieur au PSG pour le coup. Ouais, le retour, le PSG a fait un gros match. PSG qui rend bon. Et Neuer est trop fort pour le coup dans ce match. Bon, il se rattrape plus ou moins de son erreur. Et le but à l'extérieur vous élimine. Et le but à l'extérieur nous élimine. La dernière saison, il y a le but à l'extérieur. Donc concrètement, on perd contre le PSG. On perd, sans Lewandowski au but à l'extérieur. Et tu te dis, bon, ça va quoi. Il y a pire. Ça te fait qu'une défaite quoi. L'année dernière, c'était 11 matchs, 11 victoires en LDC. Là, ça te fait qu'une défaite. Oui, qui est notre seule défaite, oui, en effet. Et en effet, tu as raison. Exactement. Sur les 2 années de Flick. Et cette année-là, on met un 4-0 à l'Atlético aussi, d'ailleurs, au passage, je rappelle. Vous aimez bien le dire, le petit 4-0. Ouais. Bon, quand même, c'est pas souvent que ça arrive de mettre 4 buts à l'Atlético, donc autant le dire quoi. Donc vous avez l'habitude, vous, mais. Nous on n'a pas l'habitude. Oui, nous on a un peu. Mais voilà, donc du coup une saison qui est plutôt bonne. Mais ouais, c'est ça, le problème c'est qu'en fait, ce qui s'est passé du coup, on entend beaucoup souvent que Flick s'est fait virer, mais jamais de la vie, il s'est jamais fait virer du Bayern. C'est jamais ce qui s'est passé. Okay. Ce qui est passé en fait, c'est que concrètement, en fait, donc du coup, l'origine du mal, comme j'ai dit, le mercato, c'est fait qu'il y a une fracture entre lui, Flick, et Brazzo, du coup, Hassan Salihamidzic, qui est aussi un ancien joueur du club, une légende du club, au passage, Hassan. Mais en tant que directeur sportif, mon pote, oh là là, horrible. Mais bref, du coup, il y a eu des tensions parce que du coup, Flick n'a pas eu les recrues qu'il voulait. Et le mercato était pas assez bon. Alors, à la décharge de Brazzo, quand tes recrues que tu veux, c'est Ginter et Götze, au bout d'un moment, Annecy, c'est bien, mais non, s'il te plaît. Donc tu vois là, il est pas, il y a pas, comment dire, il est pas non plus exempt de tout reproche. Tactiquement, on aurait pu dire qu'il aurait pu s'adapter, machin et tout. Je trouve que c'est un petit peu, entre guillemets, un peu un non-sens parce que bon, on a fait avec Lewandowski, le match il est pas du tout le même, tu vois, contre le PSG. Oui,
Oui, Donc je comprends. Enfin, on peut pas juger toute une saison en fait sur une défaite en Ligue des Champions. Et malheureusement, c'est peut-être un peu le résumé qu'on aime bien faire sur cette deuxième saison de Flick au exactement, Bayern, quoi. exactement. Surtout que et Ouais. aussi parce on a perdu aussi en Coupe d'Allemagne contre Heidenheim qui était une D3 ou une D2, je sais plus. Oula, ah ouais. Mais au Ouais. tir au but, tu vois, au tir au but dans la neige, encore une fois, les joueurs sont carbonisés. En plus, je crois que Ouais. juste avant, on était parti du coup en Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises, pour la Coupe du Monde des clubs, qui était vraiment là le rendez-vous important parce que bon, un sexe supplé, tu le fais pas tous les ans. Donc ça, c'était vraiment le truc qui Ouais. m'intéressait le plus pour le coup. Moi, je ronge sur une focale si c'est pour faire le sexe supplé. Je t'avoue que là, tu vois, euh, avec le match le plus stressant de ma vie, c'est-à-dire la finale de la Coupe du Monde des clubs, parce que Oh là parce que là. ouais, un sexe supplé, tu vois, Le match. tu le refais pas, tu vois, donc faut le faire, là, Oui, faut le je faire maintenant. comprends. Ouais. Du coup, ouais, donc c'est ça, donc les embrouilles avec Hassan Salihamidzic qui fait que Flick ne sentait plus en fait, ne sentait plus capable de. Il sentait qu'il perdait un petit peu, pas le contrôle de l'équipe, mais qu'il perdait tactiquement, qu'il perdait en fait l'envie, qu'il perdait un peu de tout, qu'il était plus dedans, en fait, il Ok. était plus dans le projet. Il était plus à fond dans Ok, le déjà projet. au bout de 2 ans, il était plus Et bah en dedans. fait, tu le vois dans le documentaire, il y a eu un documentaire Amazon sur cette saison justement, la deuxième saison de Flick, qui est assez Ok. intéressante, où c'est à quoi, à 2 mois avant de la fin de la saison, après un match contre Wolfsburg, où t'as Flick qui dit aux joueurs, les gars, écoutez, je peux plus, je n'y arrive plus. Vous êtes un groupe formidable, mais je n'y arrive plus. J'arrive plus, je suis plus Ah dedans, ouais. je peux Ok. pas quoi, je peux pas continuer parce que c'est pas votre faute et tout, c'est juste que moi je sens que j'arrive pas à régler les problèmes défensifs qu'on a, j'arrive pas à être dedans. Ah ok, mais ça c'est intéressant, tu vois, parce que c'est un truc qui peut, pourquoi Ce pas qui, aussi, qui enfin, pourrait je arriver veux au pas dire Barça ça si va jamais forcément arriver ça, au ouais, Barça. ça prouve que s'il Ouais, se sent pas dedans, qu'il sent pas ouais, qu'il est capable en fait, qu'il sent ouais, il est pas que quoi. Ouais, l'équipe va pas dans une bonne direction et qu'il est pour quelque chose, il peut se dire ouais, écoutez, il y a quelqu'un qui va être mieux pour moi, ok, la situation. À ce moment-là, il faut savoir ouais, que aussi nous on discute du coup avec Julian Nagelsmann, qui est l'enfant prodige. ouais, Tu vois, exactement, ouais, c'est ouais, l'élu quoi, l'élu du Bayern. On sait, ça faisait quoi? Ça faisait exact- 5 ans qu'on savait que Nagelsmann de toute façon il allait coacher le Bayern un jour. D'ailleurs au passage, ouais, si tu veux savoir, moi je pense aussi que Nagelsmann va revenir à un moment aussi. Au passage. ouais, ah ouais, tu Non, oui, je penses, ok. pense. Vas-y, on garde ça en capture et Oui. puis on Après, si on ressort fait 10 ça ans et compagnie, je dans suis content. quelques années. Je t'avoue, Je je pense, suis très content, mais profitez-en, je pense ouais. pas. Je pense qu'il va aller à City compagnie. Je pense que City et compagnie c'est écrit. Oui, Mais voilà. au bout d'un Bref, moment, c'est un petit aparté. Mais donc voilà, donc tu as tout ça et tout. Et aussi, tu as le truc, c'est que Joachim Löw ne fait pas la Coupe du Monde. Il va pas, il arrête l'Allemagne. oui, 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 Et oui, le donc truc oui, principal, ils ont... le fait que Flick, du coup, a plusieurs choses en tête, parce qu'il aime le Bayern et tout, c'est son club, mais en même temps, il est pas trop bien dans la situation et tout. Et il y a ce truc, il y a cette opportunité de vie, quoi. C'est d'être coach de la sélection. C'est Ouais, pour la Coupe du Monde. et pour la Coupe du Monde en plus. Et c'est pas n'importe quoi. Ouais. Être coach de l'Allemagne, tu vois. Et en fait, t'as un peu tout ça qui se fait, qui en gros se traîne dans sa tête. Le fait que ça se passe pas trop bien Ok. avec Brazzo. Le fait que l'équipe, il se sent pas là, il sent pas qu'il est dans une bonne phase. Le fait il y a l'Allemagne qui toque à la porte. Et ben il se dit, Ouais. j'arrête, je vais prendre la sélection. J'arrête. Et Ok. c'est ça, du coup, la vérité, Ok, la seconde saison de Flick au Bayern. Alors, oui, il y a des Ouais. problèmes, puisque dans Ouais. cette saison, on encaisse 65 buts. C'est 15 de Ouais, plus ouais. que la saison d'avant. Ouais, 15 de plus. Et je Ouais. dis 15 de plus parce qu'on a encaissé 50 buts la saison d'avant. Il y en a 22 qui sont sous Kovac. Donc, tu vois, Ah voilà. oui. Et donc Kovac il part en novembre, je rappelle. Donc Ouais. ça veut dire que il fait quasiment une saison complète, Flick. Il rate quoi, Oui, il c'est fait vrai. pas 10 matchs quoi, mais en C'est gros ça. il fait quasiment une saison complète. Ouais. On encaisse 30 buts sous Flick, tu vois. Là c'est le double. Ouais. Tu vois. Ouais. Alors, avec plus de matchs Et évidemment. vous en mettez 15 de moins aussi. Oui, bon après bon. Mais ça peut jouer, Voilà, tu vois. Ça peut on a jouer, marqué ouais. 200 buts au lieu de 215, voilà. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça le truc. Mais justement, moi ce qui m'intéresse aussi un petit peu, c'est que là, on se retrouve dans un petit moment. Alors, bien évidemment, nous, on parle sur des clubs qui sont à des échelles bien au-dessus que certains clubs qui nous diront oui, bon, vous vous plaignez alors que Oui, vous évidemment, commencez mais à dire que vous ça êtes en c'est évidemment difficulté c'est au par bout de rapport victoires. à ton Mais standing évidemment. exactement, c'est l'échelle de ton club. Mais dans une situation où tu peux retrouver des points où tu te dis, bon, là, il y a une conjecture d'éléments qui fait qu'on peut rentrer dans un petit obstacle qui peut être bien relou pour la suite de la saison, notamment la fatigue qu'on rencontre, donc peut-être un peu comme vous, même si, bon, nous, ça n'a pas été tronqué par une Coupe du Monde des clubs ou quoi que ce soit, machin, mais tu ressens que le mercato qui n'est pas arrivé, qui ne permet pas à renforcer ça, en fait, finalement, c'est ça que moi aussi qui m'intéressait dans le jeu de Flick, c'est de me dire, ce football à intensité, à un moment, je dis juste, est-ce qu'il ne faut pas mettre des réajustements en place pour essayer de t'adapter à ton effectif qui est fatigué? Et c'est en ça que des fois, je me dis, Flick, c'est ça qui m'intéressait de savoir aussi, est-ce qu'au Bayern, il a su le réajuster? Parce que j'ai l'impression qu'au Barça,
pour l'instant, il n'arrive pas à montrer une formule qui permet de stopper ça. Hormis une formule qui serait de se reposer sur tes remplaçants, mais ce qui est une possibilité que tu n'as pas au Barça. Oui. Donc, dans le jeu, trouver une solution qui te permet d'avoir peut-être un football un tout petit peu moins énergivore, tu te reposes sur d'autres bases. Et au Bayern, comment il a fait ça? Parce qu'au Bayern, moi aussi, à un moment, ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est que je voyais la tête des joueurs et la suite de la carrière de la tête des joueurs qui ont fait cette saison exceptionnelle. Et quand tu regardes la suite de leur carrière, alors il y en avait certains qui étaient habitués aux blessures, mais je veux dire qu'il y en a beaucoup qui sont tombés très vite après ou qui ont une accumulation de blessures après. Du style Boateng, Koeman, Lucas Hernandez, Thiago, Goretzka, Alaba. Tu vois, il y a plein de joueurs comme ça, je trouve, de cet effectif-là, qui après ont un peu toujours subi ce moment-là dans leur carrière. Donc je sais pas vous comment vous voyez ça ou si c'est juste un truc que je me fais un délire tout seul. Ouais, alors je vais te corriger sur quelques trucs. Alors déjà, Boateng, déjà c'est un vieux monsieur, tu vois, mais oui, aussi de base, c'est un mec, ses genoux, il a même genoux que Tanahashi, le mec, hein. Vraiment il a plus de genoux, le gars. Donc c'était non c'est pas non c'est Lucas Hernandez de genoux. Non oui, Lucas. Lui c'était le derrière les fesses là. Je sais plus comment on appelle le muscle, mais qui pète souvent. Juste en dessous des fesses, là, entre les fesses et la cuisse, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, mais du coup, donc Boateng, c'est pas sous flic que ça, comment dire, qui a développé ça. Alaba, je sais plus c'est quoi la mesure de ses blessures, mais je crois que c'est plus traumatique, je crois, au Real. Donc du coup, traumatique, c'est qu'il prend un choc, donc bon, ça pour le coup, c'est pas de chance quoi. Pas de rapport. Mais alors, Lucas Hernandez, il a toujours eu des problèmes au genou. Donc ça, que ce soit sous flic ou non, voilà. Goretzka aussi, il a toujours eu des micro-blessures un peu par-ci par-là et tout, c'est habituel aussi. C'est pas forcément lié à flic. T'as aussi parlé de Koeman. Koeman, c'est sous flic où c'est le moins blessé d'ailleurs, justement. Ok, d'accord. D'ailleurs, Koeman, au passage, qui à partir de 2020 ne se blesse plus beaucoup. Il s'est blessé la saison dernière et tout, mais il s'est blessé beaucoup moins qu'avant, Koeman, pour le coup, à partir de 2020. Bon, petit aparté comme ça. Mais voilà, du coup, c'est pas forcément lié à flic. Et aussi, bon, il y a, comment dire, je pense que le club, le stade a été créé sous un ancien cimetière indien, parce que les blessures chez nous, on a chaque année. Ça t'inquiète pas, ça c'est qu'il y ait flic, Kovac ou même je sais pas qu'il y ait Arrigo-Sacchi qui se ramène, de toute façon ça sera la même chose de toute façon. Donc, ok, d'accord. Donc il n'y a pas forcément encore de rapport. Pour le coup, c'est pas vraiment lié à ça. Là où tu as raison, par contre, là où tu as totalement raison, je t'ai parlé du mercato qui a pas été bon, où les renforts étaient pas bons, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, comparé à la saison juste avant, où on a Coutinho qui est sur le banc, on a pris Odriozola en moitié de saison, on a on a une grosse densité au milieu de terrain aussi, parce qu'on perd Thiago Alcantara, mais avant on l'avait du coup. On avait Michael Cuisance aussi qui n'a pas joué beaucoup, mais qui était là. Javi Martinez aussi qui était pas, comment dire, qui était plus présent et tout. Tu avais en gros de la densité d'effectifs, ce qui fait qu'on pouvait tourner, et c'était pas dérangeant concrètement, parce qu'on perdait pas tant que ça en qualité. Forcément on perdait un petit peu, mais on perdait pas tant que ça. La saison d'après c'est pas le cas. Et là le problème avec le Barça, c'est que le Barça en fait concrètement c'est déjà difficile de faire 11 titulaire. Donc faire toute une saison, et surtout qu'en plus, bon du coup je parle sous contrôle, le mercato a été une chure du Barça cette saison. Si tu veux concrètement, tu vois, je veux bien aussi qu'on parle d'adaptation tactique de Flick, je veux bien qu'on lui donne ses torts, ça y a pas de problème et tout, même si c'est le tonton, voilà, y a pas de souci. Quand tu es aussi dogmatique, t'as forcément des points noirs. Donc ça, j'ai pas de problème là-dessus. Mais bon, les gars, il y a son meilleur défenseur qu'on lui a retiré. Il n'y a pas eu de renfort, enfin il n'y a pas eu vraiment de gros renforts en ailier comme il est arrivé. Bon, il y a Marcus Rashford. Non, j'ai pas confiance en Marcus Rashford personnellement, moi. On va voir. C'est un bon joueur, mais sur la durée. Reste à voir. C'est un joueur qui est quand même connu pour être vachement irrégulier quand même. Irrégulier, oui, tout à fait. Et bon, on parlera du Barça un peu plus tard, mais voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à nuancer. Mais oui, tu as raison sur le fait que là où il y a l'inquiétude au niveau du Barça, c'est surtout que c'est les remplaçants. Parce que le truc, et ça c'est un problème qu'a eu le Barça depuis des années, je trouve, c'est que entre guillemets, au Barça, on se entre guillemets repose trop sur les talents de la Masia. C'est-à-dire que c'est fantastique d'avoir des Pedri, enfin Pedri il est pas de la Masia, mais d'avoir des Gavi, des Lamine qui pop de nulle part et qui dit ok, on peut les mettre titulaires.
mais c'est pas normal. Ouais, Lamine Yamal, bien c'est-à-dire que sûr. le fait qu'il ait autant de responsabilités, c'est parce que bon, évidemment c'est parce que c'est un Bien joueur de sûr. fou. Mais c'est pas normal Bien que de sûr. base on se dise bah oui, bah non, c'est normal de faire jouer un gamin de 16 ans comme ça au Barça titulaire. Ouais, bah, clairement. C'est Clairement, clairement. c'est qu'il y a toujours eu un problème, c'est que je trouve personnellement, et d'un point de vue un petit peu extérieur, mais qui suit quand même un petit peu, je trouve que les mercatos du Barça ont jamais été bons. Alors évidemment, il y a des problèmes économiques, mais même il y a trop de, Exactement, ouais. ça se repose trop sur comment dire, sur des joueurs, sur des jeunes quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mais en fait, ça, le problème, le gros problème de tout ça, c'est quand même que bah, quand on avait encore bon, le Bartomeu qui faisait n'importe quoi, on voyait qu'on se reposait bizarrement moins sur les joueurs de la Masia. Parce qu'on avait justement l'opportunité de claquer des 150 millions sur des Coutinho, par exemple. Mais je veux dire que là, depuis la conjecture, bah, en fait, c'est un truc économique qui fait que bah, tu peux pas acheter de grands joueurs. Du coup, tu vois que tu as des talents. Et comme tu as besoin de résultats instantanés quand tu es dans ce genre de club, bah, tu te dis le meilleur joueur que j'ai actuellement, c'est un petit de la Masia, quoi. Mais ce qui est terrible, parce que justement, comme tu le dis, ça entrave totalement leur développement. C'est que c'est totalement normal pour un joueur de 16 ans de faire autant de matchs, d'avoir autant de pression sur les épaules, etc. Après, les gens diront il n'y a pas d'âge, etc. Mais ça reste d'une importance pour un développement total. Et puis surtout, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que même si tu n'as pas énormément d'argent, si tu as une cellule sportive qui est bien gérée, quand tu es le FC Barcelone, tu peux toujours trouver des petits remplaçants à droite, à gauche Mm. d'un certain niveau. Et tu peux essayer de trouver, je sais pas, je demande pas de recruter Alexander Isaac à 150 millions, mais tu peux recruter des petits gars qui peuvent t'épauler à droite, à gauche. Mais justement, comme on n'est pas capable de le faire, moi, mon idée, c'est, voilà, et ce dont j'ai un petit peu peur pour la suite du Barça, c'est d'être face à un coach qui, bien évidemment, moi, dans tous les cas, là, il a gagné le crédit pour pas mal d'années par rapport à la saison de fou qu'il nous fait l'année dernière, tu vois. Jamais je pourrais commencer à râler sur lui parce qu'il nous a offert, même en termes juste de football et de plaisir, un truc Ouais, ça c'est fait ça, longtemps ouais, qu'on le n'avait pas plaisir vécu surtout. ça. Mm. C'est exactement ça, c'est ça qui est super important que certains oublient généralement. Mais c'est de me dire, est-ce que je suis face à un coach qui vraiment est en capacité de remettre un petit peu en question son 4-2-3-1 et certaines animations pour se dire, bon, avec l'effectif que j'ai, c'est possible de le faire, ou est-ce que je suis vraiment face à quelqu'un de dogmatique à fond, comme tu as très bien utilisé le terme, qui va rien lâcher et qui va jusqu'au cimetière s'il faut y Non, aller de cette manière-ci, il n'est quoi. pas exactement comme ça. C'est-à-dire Ouais. il a sa vision de jeu. Il a sa vision qui est dogmatique. C'est-à-dire que pour lui, le football, il doit être total. Ouais, c'est ça. Tu peux, comment dire, tu peux avoir un 9 qui d'un coup il se retrouve en 6, c'est pas grave. C'est pas grave tant que. Et tu peux avoir un 8 qui se joue comme un 9, c'est pas grave. Tant que de toute façon, tant que le système est en place et tant que les joueurs savent comment se remplacer, comment permuter ensemble, Ouais. c'est le plus important. Et le truc, c'est ça, c'est que sa vision dogmatique, c'est d'avoir un football qui est total et qui est offensif et qui ait beaucoup de joueurs dans Ouais. la surface. Parce que plus tu as de menaces, Ouais. plus les seconds ballons, tu vas les prendre et l'adversaire ne va pas savoir comment gérer. Ce qui du coup Ah ouais, bah, t'expose, évidemment. Mais au bout d'un moment, game is game, hein. Au bout d'un moment, c'est bon. Tu peux faut pas me faire chier non plus. Mais voilà. Mais par contre, dans son système et dans, alors il a ses joueurs préférentiels, en tout cas il en avait au Bayern. D'ailleurs, Ouais. est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est la direction? Ça, c'est un autre débat. Mais du coup, en tout cas, il peut avoir ses joueurs préférentiels, mais le système pouvait changer. Et Ok. la disposition des joueurs pouvait changer. Par exemple, je vais donner un exemple. Jamal Musiala, qui était un jeune, du Ouais. coup, qui était utilisé par-ci par-là et tout pour rentrer. À ce moment-là, sous Flick, il a joué 10, il a joué ailier, il a joué 6, il a joué 8. Tu vois, Ouais. il a joué beaucoup de choses, Jamal Musiala, tu vois. Ok. Ok. Pour au final, bon, aujourd'hui, c'est vraiment un 10 qui peut jouer sur le côté, et inversement. Mais enfin, il a joué 6, tu vois. C'est pour dire, en fait, à quel point Ouais. enfin, c'était pas un problème puisque ça permettait beaucoup. Mais à quel point il peut essayer de trouver des solutions et changer de système. C'est-à-dire qu'à un moment, on est passé à 3. À un moment, on est repassé à un espèce de 5, enfin, Ah. 5 derrière à peu près, avec Alaba qui en fait était défenseur, mais en fait il était 6 en même temps, avec Kimmich qui Ok. était libéraux. C'est-à-dire que tu avais Kimmich, en fait, sur le papier, il est 8. En réalité, le mec, pour ses premiers lanceurs, il est libéraux, quoi. Et ensuite, il se retrouve, Ouais, il c'est se ça. retrouve à la base. Tout. Donc, il a changé quand même beaucoup de choses. Toujours Ok. pour être dans sa vision du football, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'a pas changé. C'est C'est ça. les mecs, faut te mettre dans la tête que dans les gros matchs et dans tous les matchs, il va avoir le plus de personnes possible dans la surface. Ok, Mais, oui. mais Ça, comment oui. Non, on mais arrive à ce ça point-là, nous va, ça. il va se poser la question sur comment faire Ouais. évoluer tout ça. Ouais. Non mais ça typiquement c'est un truc je pense que ça peut plaire à une grande majorité de bon il y a toujours la commu qui visera que les résultats mais enfin nous enfin surtout sur ma chaîne on essaye pas mal d'être aussi dans une logique de prendre du plaisir et de beaux jeux enfin la philosophie c'est être proactif le plus possible c'est ce qui va te permettre d'avoir le plus de chances de remporter un match et au fur et à mesure de remporter un championnat etc enfin c'est un peu la logique à suivre donc ça on l'acceptera toujours je pense mais là tu vois c'est une bonne nouvelle que tu me donnes celle d'avoir un coach qui est capable aussi tactiquement de changer certaines choses. Et ça, c'était pour l'instant, nous, la question qu'on se posait, parce qu'à part un match qu'on a vu l'année dernière où il est repassé en 4-3-3,
je donne un exemple comme ça, du 4-3-3, on n'a que vu ce double pivot-là, par exemple. Et on n'a que vu ça, et on se demandait justement dans cette période-là, bon, là on galère un peu, c'est chaud, les blessés ne vont pas forcément revenir tout de suite pour certains, etc. Qu'est-ce qu'on peut changer en premier lieu pour modifier quelque chose? Le système, pourquoi pas essayer de le bouger? Mais est-ce que le coach est OK pour ça? Donc si tu me dis qu'il a à un moment fait ça au Bayern, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ouais, il a changé ses joueurs. Après, le double pivot en soi, Oui, en fait, le truc, c'est que tu as la compo de base, évidemment, tu sais comment ça se passe. Hein, tu as le compo de base, puis ensuite, tu as le jeu, comment il est articulé. Donc, il aime beaucoup ce système de sentinelle et d'espèce de box-to-box. Qui était aussi parce qu'il avait Kimmich et Goretzka forcément. Goretzka, c'est vraiment un box-to-box pour le coup. C'était vraiment un espèce de balak à ce moment-là. Mais non, pour le coup, vraiment, il ressemblait beaucoup à ce moment-là. Donc du coup, t'avais ce truc-là, du coup, et il aime beaucoup avoir ça. Il faisait aussi un peu ça avec Thiago et Kimmich, qui était vraiment le double pivot principal quand les deux étaient disponibles à ce moment-là, où t'avais vraiment Thiago en sentinelle. À la Thiago, quoi, tu vois, genre c'est un meneur de jeu un peu reculé, et Kimmich qui était pas box to box, mais qui zonait un peu partout dans l'attaque, et qui essayait de se rendre disponible un petit peu, avec en plus Müller qui aussi zonait un petit peu. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer parce que forcément, quand tu as Müller dans un système, vu que c'est un joueur qui est un petit peu électron libre, c'est un peu compliqué à analyser un peu tout ça et tout. Mais bon, concrètement, ce qu'il faut vous dire, c'est que Kimmich et Müller se rendaient disponibles pour être, surtout Kimmich pour être second relanceur avec Thiago Alcantara, et Müller pour trouver des espaces pour essayer d'orienter le jeu et puis ensuite rejaillir pour faire une passe D, tout ça, bref, voilà. Tu vas dire. Okay. Bon, en l'occurrence, vous avez pas ça au Barça parce que bon, concrètement, à part Müller, ça n'existe pas ce genre de joueur, visiblement. Exactement. Mais il y aura toujours en fait, cette espèce de base de double pivot qui sera là. Après, encore une fois, il est capable de faire des ajustements. Est-ce qu'il va le faire au Barça? Je suis pas devin, ça se trouve il va pas le faire. Hein, ça c'est sûr, on sait pas encore, on n'a pas la boule. Voilà, mais en tout cas il a changé de système, par exemple de système et de mise en place tactique au Bayern plusieurs fois. À un point où, je me rappelle les discussions à des moments, toutes les semaines ça demandait un nouveau système. On n'en pouvait plus, il y avait des mecs qui sortaient de nulle part pour dire oui, non, aujourd'hui je veux un 4-3-3. Je sais pas, mais ouais, non, en tout cas, il est pas borné, quoi. C'est pas un mec qui va mourir comme ça sans cesser faire, quoi. Ok, très bien. Et pour un petit peu conclure la vidéo, est-ce que tu voulais toi un petit peu parler aussi de son passage qu'il a eu après en sélection d'Allemagne? Ah oui, ça aussi, ça c'est important. Ça c'est important à parler. Parce que là aussi, on va voir des défauts de Flick, vous allez voir, mais c'est pas totalement sa faute. C'est-à-dire que, alors, si vous vous rappelez de cette Coupe du Monde, du coup, au Qatar, du coup, de l'Allemagne. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que pour moi, le problème, il n'était pas footballistique, en fait. Le problème était psychologique. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où l'Espagne marque le but contre l'Allemagne, le 1-0, tu as une Allemagne qui n'a plus le choix, qui doit jouer, parce qu'elle est éliminée sinon. Donc bon, il faut jouer. Et ces moments-là, où l'Allemagne n'avait plus le choix et devait jouer, l'Allemagne était 10 fois meilleure que quand elle était tranquille, quand elle avait le jeu entre ses pieds. Ouais. Mais l'Allemagne qui doit jouer, qui est obligée de jouer, c'était pareil contre le Costa Rica où à un moment on se prend les deux buts là du Costa Rica avec les fameuses 5 minutes de bonheur là, on était éliminés avec l'Espagne. On aurait dû les emmener avec nous d'ailleurs. mais du coup, je te jure, j'aurais été un joueur, j'aurais envoyé une minace dans la cage de Neuer. mais du coup, à ces moments-là, du coup, l'Allemagne était méconnaissable par rapport à son jeu ou à jouer. Et en fait, c'est un truc qui était très simple. C'est que c'était une équipe remplie de complexés du crâne qui n'arrivaient plus à jouer parce qu'ils jouaient avec la peur, quoi. Et ça se voyait. Et quand ils n'avaient plus cette peur, quand ils se disaient maintenant, il faut jouer, les 30 dernières minutes du match là, contre l'Espagne, mais l'Allemagne est 1000 fois supérieure. Et pour moi, sur le papier, cette équipe était, je trouve, la meilleure du groupe. Vraiment, et genre, ça peut paraître bizarre de dire comme ça, parce que bon, voilà, défaite contre le Japon, nul contre l'Allemagne, et bon, victoire contre le Costa Rica qui était horrible, qui était vraiment pas bon pour le coup. Mais pour le coup, tu vois, sur le papier, il y avait un truc, quoi, il y avait quelque chose. Ok. Mais là, c'est là où ça n'a pas réussi, du coup, avec Flick. Alors, il y a eu un problème aussi. Moi, pendant toute la compétition, je voulais qu'il y ait Füllkrug en 9.
Il n'a pas voulu le mettre, il n'a pas voulu le mettre Füllkrug en neuf, il voulait le faire rentrer et tout. Je trouve que c'était une erreur. Je trouve que moi, c'est la plus grosse erreur qu'a fait Flick en Allemagne, c'est que Füllkrug devait être neuf à ce moment-là. Parce que Füllkrug était trop fort. Ok. Déjà parce qu'il était trop fort et parce que. Il faut un mec pour marquer là. Il y a que des mecs là, qui se regardent dans le blanc des yeux là, devant la surface. Frère, au bout d'un moment, il faut un mec qui frappe quoi. J'en peux plus moi. Mais donc voilà, du coup, ça c'est vraiment pour moi la grosse erreur de Flick. Donc encore une fois, il n'est pas exempt de tout reproche. Et on le voit d'ailleurs dans un documentaire Amazon, encore une fois, sur l'Allemagne cette fois, où tu as le match, l'avant-match contre le Costa Rica, où tu as Flick qui parle aux joueurs et qui dit les gars, il faut qu'on parle. Et moi, écoutez, j'ai des solutions, je veux apporter des idées, machin et tout, mais vous aussi, faut essayer aidez-moi quoi. Aidez-moi parce qu'en fait, on est ensemble dans le même truc. S'il y a un truc qui vous va pas, vous me le dites. Vous me le dites et ensuite on en parle ensemble et on essaie d'échanger. C'est bien. Donc c'est ça, c'est là où tu vois que Flick c'est quand même quelqu'un qui est très humain et qui va écouter les joueurs. Par contre, c'est comme dire, je sais pas, si imaginons demain Pedri il dit oui, écoute coach, je pense qu'il faut que, je sais pas, que, je sais rien moi, que Yamal il joue dans l'axe, je sais pas, tu vois. Yamal il doit jouer dans l'axe parce qu'en fait sur le côté machin et tout ça, et qu'ensuite ils en parlent avec Yamal et tout, Yamal il dit ouais non faut que je joue dans l'axe machin et tout. Bah Flick il va écouter, et c'est ok. Pourquoi pas, peut-être tu jouer dans l'axe, oui, si tu galères sur le côté parce que je sais pas quoi, parce que les latéraux te harcèlent trop, bah peut-être essayer dans l'axe, oui, pourquoi pas. Donc c'est un truc, tu vois, c'est un truc qui ressort beaucoup chez Flick, le fait qu'il soit quand même, qu'il écoute beaucoup quand même ces joueurs, qu'il parle avec ses joueurs. Mais encore une fois, Flick, c'est pas un génie tactique, c'est pas un Tourelle, c'est pas un Pep Guardiola qui va essayer de trouver une solution, qui va être sur le tableau blanc et qui essaie de trouver une solution, tout ça. Flick, c'est un bon tacticien. Mais comment dire, c'est avant tout un manager. C'est un manager et qui a une vision claire de ce qu'il veut, surtout. Et d'où il va en venir. C'est-à-dire, c'est pas comment dire, c'est pas je sais pas si vous êtes des abonnés qui jouent aux échecs. Oui, c'est-à-dire que aux échecs, vous avez plusieurs ouvertures, machin et tout, pour commencer la partie et tout, et vous pouvez vous adapter, machin et tout, et vous dites ah tiens là je vais faire ça pour faire ça, machin et tout. Un Flick, il a son ouverture qu'il fait tout le temps. Et après, il va essayer de t'amener quelque part, comment dire, où il veut que tu ailles. Mais il va pas, comment dire, il y a pas tant que ça improvisé en fait finalement. Il va surtout, il a surtout une vision. Je crois que je me suis perdu dans mon image. Mais enfin, en tout cas, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est que c'est pas quelqu'un de borné, un petit peu, mais comment dire, mais qui peut s'adapter pour aller là où l'équipe doit aller en fait. Et ce qu'il veut lui, c'est gagner tout simplement, et gagner avec la manière et en se faisant plaisir, et que les joueurs se fassent plaisir. Exactement, en marquant plus de buts que l'adversaire. Exactement. Mais et aussi c'est important de ne pas caricaturer ça. La première saison qu'on fait au Bayern. Alors là, en fait, c'est surtout cette image qu'on a avec la seconde saison, où justement la seconde saison il y a trop de problèmes défensifs et là on marque plus de buts que l'adversaire. Et c'est vraiment le thème de la seconde saison. La saison 1, on est dans une maîtrise totale. C'est-à-dire qu'il y a on se prend quand même peu de buts. C'est-à-dire que sur 2 matchs contre Chelsea, on se prend qu'un seul but, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est. Oui, ça va. On maîtrisait. Donc du coup, ça c'était la forme finale de Flick, ça. Et je trouve justement qu'il y a beaucoup de similitudes avec similitudes avec similitudes, je suis un ouf moi. Similitudes avec le Barça, parce que je l'ai dit du coup avant qu'on tourne. Moi, je suis le Barça quand même un peu plus. Enfin, pas autant que vous, les socios évidemment, mais quand même un peu plus depuis Koeman, depuis tonton Koeman. Et j'étais un peu dégoûté moi personnellement par le jeu de Xavi, je trouvais ça horrible. Et tu as quand même une équipe qui a totalement changé de visage sous Flick, parce que tous les joueurs sont en confiance, tous les joueurs sont heureux de jouer, et tous les joueurs sont récompensés par le jeu en fait finalement. Exactement. Et personnellement, voilà, alors après, je vais pas réagir à votre place à ce qui se passe dans votre club évidemment. Vous avez tout le droit de surréagir si vous avez envie, c'est votre club. Moi je le fais aussi avec mon club, donc il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue extérieur, concrètement, même si je trouve qu'évidemment il y a des soucis, je trouve personnellement que l'effectif en l'état, à voir en hiver, mais en l'état il est beaucoup trop léger pour espérer plus que du succès sur la scène nationale. On sait jamais, hein, vous pouvez avoir un bon tirage et gagner la Ligue des Champions. Hein. Tant mieux pour vous si c'est le cas. Moi, sinon, je serais derrière Flick, je serais content. mais voilà, du coup, moi personnellement, je trouve qu'il y aura une limite en Ligue des Champions avec l'effectif. Mais concrètement, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a quand même
un petit peu de surréaction par rapport évidemment aux résultats. Oui. Évidemment, les résultats, les derniers résultats sont pas bons. Bon, contre le PSG, alors je veux bien, à part d'être 30 minutes, c'est vraiment pas bon, je suis d'accord aussi. Bon, si Olmo, au bout d'un moment, c'est pas Dani Olmo. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, tu vois, c'est pas Flick à la manette, il a pas tiré trop fort sur tir pour qu'Olmo il l'envoie dans les étoiles, tu vois. Au bout d'un moment, il y a une limite, c'est les joueurs. Cette défaite contre le PSG, je pense quand même que le PSG méritait de gagner quand même sur l'ensemble du match. Mais c'est une défaite à 90e minute quand même, tu vois. Alors, à domicile, c'est dommage, mais à 80e minute contre certes l'équipe B, mais contre le champion en titre qui a quand même beaucoup plus qui est beaucoup plus rassuré sur son jeu de manière générale. Et la défaite 4-1 contre Séville. Bon les gars, il y a 2 buts dans les 90 dernières minutes, dans la 90. Il y a 2 buts à la 90e. Et le score il reflète pas le match quand même. Bah après, en fait, ce qui nous peut un peu nous inquiéter, encore une fois, après nous, ce qu'on essaie de répéter, les différents créateurs de contenu, on a un peu aligné là-dessus du Barça, c'est qu'on va pas non plus arriver comme Manchester City quand ils ont une défaite, dire c'est la crise, parce que les mecs ils sont pas habitués à ce qui se passe. Voilà. Mais c'est que nous, entre guillemets, on arrive et on dit juste, on va pas dire c'est la crise tout de suite, mais on dit attention. Attention, je suis d'accord. Il y a des petits points quand même, parce que tu peux parler toi du contenu, du but à la dernière minute du PSG, des 2 buts bien sûr en fin de match de Séville et que le 4-1 c'est pas vraiment 4-1, mais après il y a ce qui se passe sur le terrain. Je suis d'accord. Et sur le terrain quand même, tu te fais manger par le PSG pendant 2 tiers du match et contre Séville, tu prends l'eau pendant 90 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment, enfin à part quand on égalise vite fait, mais bon, enfin non, on n'égalise même pas, mais quand on est proche d'égaliser, ou peut-être un peu. En fait c'est surtout ça, limite plus que le score en lui-même qui est un rappel. C'est pour ça que moi je dis même c'est des défaites positives parce que ça va nous permettre d'avancer alors que si on avait gagné on se serait peut-être pas remis en question. C'est que dans le jeu, les signaux, tu te dis on a peut-être atteint un point de rupture où il y a des choses qui vont pas et qui sont un petit peu trop dangereuses. Mais aussi, bon, faut aussi pour relativiser, je suis d'accord avec toi, tout ce que je dis je suis d'accord avec toi, mais pour relativiser, vous avez combien de joueurs blessés aussi? Ah oui, bien sûr, ça rentre en compte. Quand même, après, c'est le foot. Il y a le stade, on n'en parle pas beaucoup, mais le fait qu'on joue dans un stade qui fait 0 bruit chez nous à domicile, enfin tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Vous êtes habitué à pas avoir de bruit à domicile, ouais. Non, mais je parle de ça, mais je veux dire, le Camp Nou, je pense que ça sera autre chose quand les joueurs fouleront le Camp Nou. Non, mais je pense que le Camp Nou a été détruit. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais on sait pas ce qui se passe. De toute façon, on a de nouvelles de personnes qui habitent à Barcelone depuis 3 mois. Mais... Non, mais moi, je pense. Écoute, je pense qu'ils sont en train de faire une course avec la Sagrada Familia pour savoir qui va. Non, mais attends. Mais les ouvriers à Barcelone, là, au bout d'un moment, sérieux, c'est quoi cette ville là? Il se passe quoi là? Elle a été maudite ou quoi cette ville là? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a plein de problèmes avec la mairie, etc., qui est dirigée par des gars qui aiment pas la Porta. Enfin bon, il y a plein de sous-textes à analyser là-dedans. Politiquement, oui. Quand t'es. Ça, c'est Elton Mokolo qui lui dit. Quand t'es président du Barça, t'es limite ministre des Affaires étrangères. Ah, mais c'est ministre de Catalogne quand t'es président du Barça. Mais c'est vrai, c'est pour le coup, politiquement, ce club, il a énormément de poids. Exactement. Écoute, je pense que là, on a fait le tour. Hein. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Oui, je pense. Je pense avoir été assez complet. On n'a pas beaucoup parlé du Barça finalement. C'est un peu dommage. Non, mais le plus important, je pense, c'était vraiment de parler de cette période Flick-Bayern pour voir ce qu'on peut un peu faire et tout. Mais je pense que franchement, ça a été super intéressant. Moi, déjà, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, un grand merci pour moi et un grand merci pour ceux à qui également ça va apprendre d'autres choses. Même s'il y a peut-être des gens qui suivent plus le Bayern Munich que moi. Voilà, moi, ça dépend un petit peu. Je vous suis notamment en Ligue des Champions parce que le reste. Je suis très content que vous ayez compagnie. Ah, j'aime trop ce mec. Qu'est-ce qu'il est émouvant ce mec. Oh là là. Déjà, il y a un beau football et en plus, il est trop sympa. Il est trop sympa en fait. J'ai trop envie de poter. Il a l'air trop sympa. Je suis vraiment d'accord avec toi. J'aime trop. Mais alors, juste, tiens, pour tes abonnés, du coup, pour avoir un petit truc, un petit bonus, concrètement, c'est, comment dire, le Bayern a une image d'un club quand même qui est assez froid, assez bien géré, machin et tout. Les gars, je vous l'apprends, c'est un des clubs les plus bordéliques que vous ayez jamais vu de votre vie. Parce que c'est Game of Thrones ce cluc. T'as des anciennes légendes qui parlent au-dessus d'autres légendes et tout pour savoir qui va avoir le pouvoir. C'est n'importe quoi. Ce club, c'est n'importe quoi. Genre, c'est un bordel son nom. C'est un club qui est très familial aussi, donc forcément c'est peut-être pour ça aussi. Mais ne pensez pas, comment dire, je n'ai pas envie d'être arrogant ou quoi, c'est pas le but, je dis pas ça. Mais c'est-à-dire, ne pensez pas avoir d'idées reçues sur le Bayern et comment ça se passe au Bayern. Si un coach est viré du Bayern, c'est pas forcément parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'aussi en coulisses, il se passe beaucoup de choses, ouais. C'est un bordel parce que, c'est un bordel parce que le président, il dit bon, tu vois, pour dire, le président dit bonjour au mec qui fait la cuisine, tu vois.
C'est tout, enfin, c'est paraît normal quand je le dis comme ça, mais c'est pas un truc qui se passe dans tous les clubs. Il y a un vrai respect de tout le monde et tout. Et t'as vraiment la plupart des gens qui travaillent au sein du club sont assez proches, donc forcément ça monte, ça peut monter très vite. Exactement. Exactement. Non mais oui, et puis si vous avez l'occasion des fois de jeter un petit coup d'œil sur des matchs du Bayern Munich, ça joue au foot, et on sait qu'en tant que supporter du Barça en ce moment, oui, mais souvent quand même aussi. Et en tant que supporter du Barça, on aime bien ça. Alors bon voilà, il s'est passé des choses entre nos deux clubs ces 10-15 dernières années, mais à certains moments, ça, vous êtes les refs, ça, faut aussi reconnaître quand ça joue bien. Moi, il y a Hansi Flick et Lewandowski chez vous. Tu crois vraiment que moi, j'ai pas envie de vous gagner tout là? Moi, j'ai trop bien. Moi, j'étais dégoûté l'année dernière. J'avais trop le seum. Je peux comprendre. En plus, c'est Yamal. En plus, j'aime trop Yamal. C'est le joueur du siècle. Ah, c'est trop bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah écoute, un grand merci à toi en tout cas pour le temps que tu m'as accordé et pour le temps que tu nous as accordé. Bien sûr, avec plaisir. Et puis avec une plaisir pour si un jour on se rencontre en Ligue des Champions, là plus tard, en 8e, en quart ou demi ou peut-être un jour final, gros plaisir de t'accueillir à nouveau pour parler un peu de tout ça et du football de compagnie un peu plus en détail. Avec plaisir de parler de monsieur Vincent Compagnie. Monsieur, faut dire monsieur. Très important. De monsieur Vincent Compagnie, du protostar Lennart Karl. Je vous le. Voilà, pour vous qui aimez bien les jeunes, je sais pas si tu connais Lennart Karl. Pas du tout, mais on va regarder ça. Comment dire, c'est un mec qui se prend pour Neymar alors qu'il a la tête de Toni Kroos. C'est extraordinaire. Génial. Bon, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Super. Écoutez, merci beaucoup Bavarian. Et puis là-dessus, nous, on va vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. À tout bientôt. Ciao. Tchuss.